Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on continue nos petits focus. Donc, après Auxerre, après Le Mans, après Troyes, après Nice, après Le Havre, après Angers, après Brest, après le Paris FC, après Lorient, après Toulouse. Pardon, j'ai eu un petit trou. Eh ben, on va s'arrêter sur qui? On va s'arrêter sur le Racing Club de Strasbourg. Et on va se poser un peu la question, ensemble, de savoir si ça peut se qualifier pour la Coupe d'Europe. On rappelle que les Strasbourgeois l'ont loupé de très peu. La qualif en Coupe d'Europe l'année prochaine. Enfin non, pas de très peu. Ils l'ont quand même loupé. Mais ça aurait pu, avec une autre tournure, c'est ça. Avec une autre tournure de fin de saison, ça aurait pu peut-être aller chercher la Coupe d'Europe. Et là, on va poser la question cette saison si ça peut se qualifier en Coupe d'Europe, sachant que y a que la Ligue 1 à jouer pour Strasbourg et que Strasbourg, on a compris maintenant, c'est un acteur important du mercato, c'est un club qui est toujours présent pour animer, je vous dis le mercato. Donc, est-ce que ça peut cette année, encore une fois, se qualifier pour la Coupe d'Europe? Moi, j'aurais tendance à vous dire que oui, mais assez logiquement. Hein. Parce que je viens d'en parler, la phase de mercato de Strasbourg, tu sais pas réellement sur quel pied danser. Mais on en a parlé précédemment dans notre petit épisode sur Toulouse. Il y a tout un tas de joueurs que tu connais pas, que tu n'as pas forcément parce qu'ils arrivent de championnats qu'on n'a pas forcément non plus. Et quand on y regarde de plus près, en fait, on s'aperçoit que le niveau est là, que les joueurs sont plutôt talentueux et pour certains, on va dire, c'est plutôt des joueurs qui sont là de passage et qui sont pas là véritablement pour juste grandir un peu. C'est vraiment, ils renforcent Strasbourg. Donc ça, je rappelle, on a eu des joueurs vraiment très intéressants qui sont passés par Strasbourg ces derniers mois. Et ces dernières années, depuis que Boucau est arrivé, évidemment, ça s'est accéléré cette phase de trading. Mais est-ce qu'au 18 août, là, maintenant, tout de suite, les copains, on peut arriver à se dire, est-ce que c'est sûr, Strasbourg, ça vise la qualification européenne? Dans les faits, oui. Parce que faut arrêter maintenant de penser que Strasbourg, ça va être une fois de temps en temps pour essayer de se... Non, l'idée, c'est d'être européen le plus souvent possible. Alors, évidemment, l'objectif numéro 1, c'est d'aller en Ligue des Champions. Maintenant, il y a des étapes à respecter et je sais pas si l'ambition numéro 1 de Bluco, c'est d'être en Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont cette ambition, mais l'ambition réaliste, on va dire, je pense plus que c'est de se qualifier régulièrement en Coupe d'Europe
que ça soit en Europa League ou en Conference League, des compétitions qui me paraissent dimensionnées pour Strasbourg. Mais là, tu es sur une année où Strasbourg ne va pas faire de Coupe d'Europe. Tu es sur une année où Strasbourg a décidé de changer son entraîneur. Donc là où on avait eu une certaine continuité la saison dernière, je parle de l'intersaison dernière, avec Rosseigneur qui restait, on a bien vu la suite, ça donnait autre chose. Mais là, du côté de Strasbourg, on a décidé de miser sur un nouveau coach. Donc ça fait encore un nouveau changement dans le paradigme strasbourgeois. Est-ce que ça sera, on va dire, suffisant? Ça, là, pour le coup, je suis pas Nostradamus, et l'idée, c'est pas forcément de vous dire tout ce qui va se passer, c'est essayer de voir un peu ensemble ce que ça peut donner côté Strasbourg. Et je vous dis, côté Strasbourg, il y a du oui, il y a du mais, il y a du non, et voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Bon, comme d'habitude, les copains, il y a déjà Schwab Soleil Citron qui est déjà sur le chat. Salut à toi, mon copain. Allez-y, on y va, on commente, on like, on partage. C'est toujours plus sympa si vous êtes avec moi pour faire le débat. Enfin, si vous n'êtes pas là, je le ferai tout seul et avec plaisir, mais c'est toujours plus agréable et ça permet aussi de pouvoir encore plus aller dans certains sujets en profondeur si vous êtes là. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas non plus à commenter, liker et partager, mais aussi envoyer des petits pouces, envoyer aussi des abonnements. On a besoin de ça, ce qui nous fait grandir et ce qui nous donne de la force. Donc, allez-y les copains, on a besoin de vous. Donc, j'ai commencé à y répondre à la fameuse question, est-ce que ça peut se qualifier en Coupe d'Europe? Strasbourg, il y a vraiment des éléments qui peuvent plaider pour ça au 18 août. Et je l'ai dit, il faudrait limite refaire ce débat à la clôture du mercato pour avoir une vision globale de Strasbourg et de son effectif et de ses qualités. Maintenant, au 18 août, il y a quand même certaines garanties, on va dire. Et dans ces certaines garanties, on a par exemple le mercato. Bon, voilà, on a compris les copains, le mercato côté strasbourgeois, c'est toujours hyper mouvementé. Donc on a cet été comme départ Emega pour les plus marquants. Donc on a Emega, on a Barco, on a Ndigula, on a Mwanga, on a Enciso, on a Ouattara, on a Johnson, on a Bajic, Penders, Fofana, Anselminho, Luis, Gomis, Perea, So et Ryan Messi, le fameux Ryan Messi, qui partent. Donc, bon, alors on va être très clair, hein. Dans toute cette liste de joueurs que je viens de vous donner, il n'y a pas que des titulaires indiscutables du côté de Strasbourg. Mais il n'empêche que quand on parle de gros acteurs en Ligue 1 en termes de mercato, Strasbourg, voilà, j'invente rien, hein, les copains. Emega, c'était titulaire. Barco, c'était titulaire. Enciso, c'était titulaire. Mwanga, bon, c'est dans la rotation. Ouattara, pareil. Pender, c'était clairement titulaire. On est quand même sur je vais pas dire une feuille blanche, parce que Strasbourg ne repart pas non plus avec 11 départs de son effectif, dans son équipe type, avec 11 nouveaux. Mais regardez juste, hein, je vous invite juste à regarder l'équipe probable, donc ce qui peut être annoncé. Il y a des joueurs qu'on n'a pas, hein. Il y a des joueurs qu'on n'avait pas. Et là, dans l'équipe probable, on nous dit El Mourabet. Bon, El Mourabet, je peux vous mentir, les copains, ça va partir. Hein. Ça va partir et assez vite. Je crois que c'est en direction de Leipzig, si je me trompe pas, ou en tout cas d'un autre club, mais El Mourabet, ça restera pas. Donc, bien sûr, dans les départs, il y a les départs, mais il y a évidemment les arrivées, côté strasbourgeois. Et là, côté strasbourgeois, évidemment, ça a bossé encore. Donc, on a Brandt Lind, je sais pas si je le dis bien, Del Blanco, Reina, qu'on connaît de Mönchengladbach, Fabio Balde de Hambourg, je crois que c'est Diego Souza de Guimarães, Jorgensen, le gardien de Chelsea, Antwi de Chelsea aussi, Piekutowski, de Jalil Lolnaniar. Voilà, c'est compliqué, hein. Il y a des noms, désolé les copains, j'ai peut-être pas forcément les
les prononciations, mais bon, c'est difficile. Malonga, Diop, Koulibaly, c'est Komara qui revient. Lukovic qui revient aussi de près. Tout ça, c'est des retours de près. Silla et Dieng aussi qui reviennent de près. Donc, dans cette liste, on va surtout s'intéresser à qui? À Reina, à Diego Souza, à Baldé et à Jorgensen. Parce que c'est des gars qui vont être amenés à être titulaires ou en tout cas dans la rotation très très vite. Alors bien sûr, il y a l'espèce de tête de gondole, Giovanni Reina. Giovanni Reina, je sais pas quoi en penser. Si on parle juste, comme je dis très souvent, si on joue aux jeux vidéo, à FIFA ou PES, je vous le dis les gars, c'est plutôt un bon moment en perspective. Giovanni Reina, il y a un peu de vitesse, il y a un peu de skills, c'est sympa. Par contre, sur un terrain en 2026, compliqué les copains. Vraiment très compliqué. Et on va pas se mentir, s'il se retrouve à Strasbourg à 25 ans, c'est que le bonhomme a pas forcément confirmé tous les espoirs qui étaient en lui. Alors, si vous avez vu la Coupe du Monde, nous on l'a regardé sur la chaîne. Pardon. On a vu Giovanni Reina, super joli but contre le Paraguay, contre les catcheurs paraguayens. Franchement, super bel extérieur du pied, très beau, très joli. Par contre, si vous me demandez sa Coupe du Monde, il y a ça. Et sinon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Des rentrées, des bouts de match, mais rien de convaincant. Donc, on va être clair. Reina, bien sûr que c'est tête de gondole, parce que c'est joueur qu'on connaît, joueur qui a surtout laissé beaucoup de frissons du côté de Dortmund, où on attendait vraiment beaucoup. Et derrière, ça a jamais confirmé. Donc, est-ce que Strasbourg peut être le type de club qui fait confirmer? J'ai envie d'y croire. Moi, je laisse sa chance au produit. Donc, Giovanni Reina, pourquoi pas, hein, en numéro 9, en faux numéro 9, ou voire en numéro 10, organisateur de jeu. Moi, je dis pas non. Hein. Je suis pas du tout réfractaire à ça. Maintenant, est-ce que c'est un gars qui va pouvoir faire, allez, je vais même pas dire les 34 matchs, mais qui va pouvoir faire plus de 26, 27 matchs? Je suis pas sûr. C'est une vraie interrogation. Maintenant, sur la qualité technique, je viens de le dire, clairement, c'est un joueur qui a du talent. Dans les autres joueurs importants, il y a Souza qui arrive de comment? Souza, il arrive, Diogo Souza je revérifie, de Vitória Guimarães. Voilà, de Vitória Guimarães. Donc on parle d'un milieu de terrain plutôt défensif, pas hyper costaud, 1m76, qui est pas le plus costaud, pas un gars qui stat énormément, mais un gars vraiment devant la défense, qui sort d'une belle saison avec Guimarães, mais on parle d'un joueur de 20 ans. Hein. Donc c'est pas non plus une assurance au risque. Maintenant, c'est 10 millions. Donc voilà, c'est là aussi directement où on comprend comment fonctionne Strasbourg, c'est que un jeune prometteur du côté de la Liga NOS, à Guimarães, 20 ans, beau potentiel, 10 millions, faut les poser, ça les met. C'est là où on peut se dire que Strasbourg, c'est un peu une exception dans le paysage de la Ligue 1. C'est que, dites-moi quels sont les clubs qui sont capables, sur un joueur qui va peut-être même pas être forcément titulaire cette saison, tout est, on va dire, titulaire indiscutable, qui arrive à mettre 10 barres? Personne en Ligue 1 arrive à faire ça. Hormis les gros clubs, mais sinon les clubs qui luttent un peu pour ces places-là, hormis le Paris FC qui peut se permettre d'avoir des largesses un petit peu financières pour pouvoir peut-être surpayer ou surenchérir sur certains dossiers, il n'y a pas beaucoup de clubs, hein. Encore plus avec les droits télé à la baisse. Donc c'est là aussi où Strasbourg, quand on parle de cette fin de mercato, va falloir voir aussi ce qu'ils sont capables de pouvoir faire, parce que déposer 10 barres sur Diogo Souza, une saison à Guimarães, 20 ans, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de clubs de Ligue 1, et même pas beaucoup de clubs en général, hein, hors PL, qui sont capables de pouvoir faire ça. Hein.
Donc, à voir ce que ça peut nous donner. Amine DZ, salut, comment tu vas? Magnifique le maillot du jour. Petite dédicace à toi, mon copain. Tu sais quoi? Il vient tout droit du bled. Il revient tout droit du bled. C'est ma belle-sœur qui me l'a ramené. Franchement, on dit merci. On dit merci. Très joli maillot. Donc, le maillot DDZ, j'en avais pas. Magnifique. Maintenant, on pourra faire des débats avec le maillot quand on fera des débats pour le successeur de Petkovic, mon copain. Eric Montana qui nous dit bonsoir à tous. Bonsoir mon copain. Est-ce que alors Amine, Schweppes et Eric, vous qui êtes sur le chat, vous voyez le Racing se qualifier en Coupe d'Europe ou pas? Et puis là, j'étais sur le recrutement et j'étais en train de dire principalement que Strasbourg, ça peut mettre 10 millions sur un joueur comme Diogo Sousa, une saison à Guimarães, et ça peut mettre 10 millions sur ce joueur-là, là où tout un tas d'autres clubs ne sont pas en capacité. Donc, pareil. Alors, Eric, tu nous dis 110, moi j'ai 100 millions de budget. Donc, bon, écoute, je vais pas te dire qu'on n'est pas à 10 millions près, parce qu'au contraire, 10 millions, mais 10 millions dans le football, j'ai envie de te dire que c'est l'équivalent d'un billet de 100 € dans le Monopoly. Donc, bon, je grossis un peu le trait, mais oui, en tout cas, on parle d'un club qui a 100 ou 110 millions de budget. Bon, c'est quand même fourchette haute de la Ligue 1. C'est pas n'importe qui. Amine DZ qui nous dit non, pas de Coupe d'Europe à mes yeux, mais attention quand même. Bon, on va voir. On va voir parce que là, je vous ai pris l'exemple Diogo Sousa. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres exemples dans cet effectif de Strasbourg. Par exemple, Fabio Baldé. C'est pareil. On parle d'un gars qui sort d'une saison à Hambourg. Alors pareil, lui, il a joué un peu moins. Il a joué 16 matchs, un but, une passe décisive. On parle d'un attaquant. Et 21 ans, ça n'hésite pas non plus, pareil, ça dépose 7 millions. Alors un peu moins mais il y a quand même ce facteur qui montre à chaque fois que Strasbourg est en capacité de prendre des risques sur le marché des transferts. Et j'ai vu une interview de Marc Heller qui datait d'il y a 2 jours, je crois, où il expliquait que l'objectif, bien sûr, ça va continuer d'être de renforcer le Racing Club de Strasbourg d'ici à la fin du mercato. Donc bien sûr, il y a eu des départs importants. Ils sont majeurs. Emega, Enciso, Barco, Pender, son gardien. Bon, ça fait quand même beaucoup de pièces maîtresses de ton jeu. Mais vu qu'on part, parce que c'est ça aussi, Strasbourg part aussi cette année avec un nouveau cycle incarné par un nouveau gardien, mais surtout un nouvel entraîneur. Et on avait été plutôt séduit par les précédents. Est-ce que là, Hugo Oliveira, qui lui aussi a une expérience plutôt mince du côté de Famalicão, en Liga NOS aussi, est-ce que c'est le gars suffisant pour t'amener en Coupe d'Europe? Lui aussi, il va passer Lui aussi, il va passer un sacré test. Donc, dans toutes ces interrogations qu'on peut avoir pour Strasbourg, je peux pas vous balayer d'un revers de main en vous disant ben non, mais ça va passer parce que regardez les dernières saisons, ils nous ont proposé quelque chose. Non, c'est pas possible. On est obligé d'être factuel. Là, tu pars quand même encore à zéro avec un coach avec peu de références. Maintenant, peu de références ne veut pas forcément dire à chaque fois que tu te gourres. L'année dernière, Famalicão, je revérifie le classement. Voilà, c'est bien ça, c'est 5e. On parle d'un gars qui a fini à 3 points de Braga et beaucoup plus de Benfica. J'allais m'enflammer, mais non. Mais qui a fini très proche des qualifications
pour la Ligue Conférence, donc les Coupes d'Europe, par le championnat au Portugal. Donc terminer 5e quand t'as Famalicão comme équipe, ça peut te montrer que tu peux faire surperformer. Et c'est un peu ce qui est demandé à chaque fois aux entraîneurs de Strasbourg. C'est de faire surperformer les gars. Parce que, ok, il y a de l'argent qui est dépensé, ça se coûte, je pense, hein, parce que c'est pas juste à la louche qui décide de mettre des montants comme ça. Donc, ça se coûte bien, ça cherche bien, mais ça essaye de, oui, comme en plus les 3/4 sont des jeunes, ça essaie de faire surperformer ces jeunes-là. Donc peut-être que Hugo Oliveira, ça va faire partie de ce type de coach qui va pouvoir se mettre à la hauteur de son effectif et de pouvoir nous amener à un Strasbourg dans le premier tiers du tableau. Parce que, je le reprécise, ok, bien sûr, il y a des équipes peut-être avec des effectifs plus sûrs du côté de la Ligue 1, encore que ça reste à voir, mais ok, ça je vais bien entendre. Par contre, attention, Strasbourg cette année ne fait pas de Coupe d'Europe. Donc Strasbourg n'a qu'un seul match par semaine. Là où peut-être l'enchaînement en fin de saison a été peut-être un peu compliqué pour Strasbourg. Je suis pas sûr non plus à 200%, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est joué à ce niveau-là et que la fin de saison aurait pu être meilleure si tu avais le fameux un match par semaine. Mais c'est ça aussi quand tu veux te qualifier en Coupe d'Europe, et Strasbourg aspire à ça. Donc là, tu es sur une saison où tu n'en as pas de Coupe d'Europe, où tu vas pouvoir te mettre un peu au vert au niveau financier, parce que on le sait, le club a été sanctionné de plusieurs amendes pour non-respect de la masse salariale. Il y a eu des pertes un petit peu massives. Je vais pas vous faire le comptable, vous le savez très bien, ici on parle pas trop chiffres parce que je suis pas très à l'aise avec, donc je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais en tout cas il y a eu des amendes qui ont été données à Strasbourg. Donc là, tu ne joues pas la Coupe d'Europe, tu te mets un peu au vert avec un nouveau coach, un nouveau projet, la méno qui est terminée, parce que ça aussi, ça c'est un truc important. Les travaux du stade sont terminés. Je crois que maintenant c'est plus les environs qui doivent être terminés, qui doivent être finalisés, et ça sera le cas au cours de la saison. Donc en tout cas, il y a un projet d'agrandissement qui a été mené à bien. Donc voilà, on parle encore une fois d'une équipe avec un vrai public. On pourra parler du côté réfractaire un peu avec la multipropriété, mais on parle d'un stade, la Méno. Pendant les années 2000, vraiment, je vais pas vous mentir, c'était un peu un stade, je trouve, qui manquait d'ambiance et qui manquait véritablement de chaleur. Là, maintenant, on est sur une des plus belles ambiances de Ligue 1. J'ai pas peur de le dire. La Méno, c'est une des plus belles ambiances de la Ligue 1. Eric Montana qui nous dit top 10 minimum après avoir, car beaucoup d'arrivées. Strasbourg, c'est le genre d'équipe imprévisible, ils peuvent aller gagner à l'OM la première journée ou prendre 3-0. Ouais, c'est ça. Ça peut être totalement ça. Et cette équipe-là, je pense, les gars, elle va atteindre son pic de forme pas tout de suite. Parce qu'il y a tellement de changements, et d'ici là, la première journée, vendredi contre l'OM, mais d'ici la fin du mercato, on peut avoir 4 à 5 titulaires qui peuvent partir. Ça, c'est une réalité. Mais avec ce qu'on a là, c'est ce que je vous dis à chaque fois sur les petits débats, sur ce qu'on a là au 18 août, bon, on peut arriver quand même à se faire une idée où va aller le Racing Club de Strasbourg. Amine DZ qui nous dit non, pas de Coupe d'Europe à mes yeux, mais attention quand même. Strasbourg, je connaissais pas ce coach. Leur préparation est mauvaise. Après, faut pas trop se fier aux matchs de prépa. Oui, alors, t'as raison. Parlons un petit peu des matchs de prépa, parce que ça, c'est la réalité. Les matchs de prépa, il y a eu des catas. Là, les copains, moi, je suis plutôt positif sur Strasbourg. Mais là, honnêtement, il y a eu des matchs. Clairement, je pense que même si vous n'êtes pas supporter de Strasbourg, vous avez entendu parler de ce premier match, mais le 7-0 encaissé par le Sporting, ça fait quand même un petit peu flipper. Derrière, tu peux te dire, allez, à la limite, ce match-là, t'es passé complètement à côté. C'était le premier match de reprise. Après tout, bon,
ça fait quand même 7-0, hein, ça fait quand même un petit peu mal, mais on va dire que dans l'équipe, bon, t'as vraiment pas tout le monde, quoi. T'as vraiment pas tout le monde. C'est Lukovic qui est devant, c'est Piekutowski qui est au goal. T'as vraiment, c'est une équipe un peu expérimentale de la part de notre copain Hugo Oliveira, mais bon, ça finit quand même en 7-0. Quoi. Bon, ensuite, ça enchaîne sur une défaite 2-0 contre Blackburn. Donc là aussi, c'est pas folichon, hein. Défaite contre Blackburn, c'est équipe de seconde division, hein. Donc tu perds là aussi. Un peu plus de joueurs titulaires. On a Godot qui était là, on a Nanasi qui était revenu, Augsberg, encore Piekutowski au but, Jukovic devant, Digula qui était encore là. Bon, troisième match, tu perds encore à domicile et encore avec un bon score, avec un gros score 5-2 contre Elversberg. Alors Elversberg s'en fait plaisir avec les équipes de Ligue 1, ils ont collé un 5-2 à Strasbourg et un 4-1 à Lorient pendant la phase de prépa. Je sais pas ce que ça donnera Elversberg, mais en tout cas ils se sont régalés avec leur match de prépa contre la Ligue 1. Donc en tout cas 5-2. Un enchaînement derrière 2-0 contre Fribourg. Alors Fribourg là ça reste quand même au niveau, hein. Ça reste une équipe Coupe d'Europe qui était en finale d'Europa League l'année dernière. Donc là on hausse le niveau, mais toujours pareil, encore une défaite à l'arrivée. Donc mine de rien, ça commence à en faire, hein. Ça t'en fait 4 défaites de suite, et dans le 11, on commence à récupérer des joueurs, et on se retrouve quand même avec un 2-0. Et tout dernier match, alors là par contre c'est le positif, c'est contre Newcastle, donc une équipe quand même plutôt référencée, Newcastle, équipe de Première Ligue. Ça fait 1 partout et ça va même jusqu'au péno, et victoire au péno de Strasbourg avec quand même un petit loupé de Giovanni Reina. Et puis au niveau du 11, on est parti avec Jorgensen dans les buts, Chilwell, Becker, Omobamidele en charnière centrale, Gueladoué à droite, El Mourabet, Lobao, Diogo Santos, il l'appelle Lobao, Diego Moreira, mais qui va partir aussi, Sébastien Nanasi, Amo Ameyo et Sekou Mara devant. Donc ça commence à ressembler à une équipe type, et quand ça commence à ressembler à une équipe type, mine de rien, ça fait match nul et ça gagne au péno contre Newcastle. Donc, mine de rien, j'ai envie de vous dire que la phase de match de préparation, oui, elle est pas bonne, et les différentes déculottées qu'il y a eu, le 5-2 et le 7-0, ça incite pas à on va dire au positif. Maintenant, faut relativiser. Le 7-0, c'est le premier match, et je revérifie, qui était le 20 juillet, donc il y a quasiment un mois, donc au tout début de ta phase de préparation. Bon, ça fait pas très sérieux, mais tu peux passer complètement à côté. Blackburn, bon, ça enchaîne. Elversberg, on l'a dit. Fribourg aussi. Mais mine de rien, ton dernier match de préparation avant le fameux match au Vélodrome contre l'OM dans 3 jours, ça reste une victoire au penalty contre Newcastle. Donc, t'as quand même de quoi espérer. Et puis, on le dit aussi, cette équipe, elle va prendre ses marques au fur et à mesure. C'est le problème, hein. C'est le problème de ces équipes, un peu comme Toulouse, avoir un mercato jusqu'à la fin où t'es actif, et donc, résultat, les automatismes, tu les as pas forcément. Et donc, pour avoir le bon début de saison, c'est compliqué. Encore plus si t'as un entraîneur qui vient d'arriver. Là, tu te rajoutes, on va dire, des complexités supplémentaires. Mais dans l'ensemble, il y a quand même, à mes yeux, des axes positifs à dégager de cette phase de préparation. Malgré les 4 défaites, il y a une semblée de montée en puissance qui correspond aussi aux 11 titulaires qui est aligné. Donc, pour moi, ça peut se jouer aussi un petit peu là-dessus. Il y a une phase qui est peut-être une phase d'adaptation au jeu demandé par Oliveira. Là, on part normalement sur un 4-2-3-1, mais est-ce que c'est véritablement ça? J'en sais rien. Mais ça peut bouger. Ça peut bouger, et ça semble un petit peu prendre la bonne direction. Si on avait eu pour le dernier match le 7-0, là, je vous dirais, ouais, là, c'est vraiment inquiétant.
Et puis, il y a la dernière chose, c'est des matchs de préparation. Donc, bien sûr, ça nous donne une certaine photographie du niveau actuel de l'équipe, mais on peut pas non plus oublier que c'est pas des matchs avec un véritable enjeu au bout. Donc, à voir. Amine qui nous dit au fur et à mesure, Amine DZ, supporter de l'OM, au fur et à mesure, pourquoi pas, mais pas vendredi en tout cas. Bah, écoute, ça va être une vraie question pour mardi contre l'OM, parce que cet effectif est en construction et était face à l'OM qui est en point d'interrogation. Alors, d'ici vendredi, je pense pas qu'il y ait 7-8 départs du côté de l'OM, mais était soumis peut-être à ça d'ici le coup d'envoi du match vendredi soir. Je comprends, mais dans ce fameux match d'ouverture, Marseille-Strasbourg, on n'est pas loin d'être sur du 50-50. Il y a beaucoup d'incertitudes des deux côtés. Donc, à voir, mais oui, le début de saison va être important. Avant de s'arrêter sur le début de saison, regardons un petit peu quand même l'effectif. Effectif, comme je l'ai dit, donc pardon, encore un nouveau changement de gardien. Donc après Petrovic, après Penders, bah là c'est Jorgensen. Donc encore un gardien de Chelsea qui arrive pour une saison, qui est à la relance, qui a fait une saison quasi blanche, qui a pas beaucoup joué l'année dernière, qui avait été intéressant du côté de Villarreal, mais qui a pas pu prouver sur la durée. Donc pour moi, ça reste un bon gardien. Plus de références que Piekutowski, que je connais pas. Je suis pas fan du championnat polonais. Donc gardien de 20 ans, sûrement il doit avoir du potentiel et je pense que c'est pour préparer l'avenir. Mais évidemment, Jorgensen, ça va être aussi un peu une attraction. Et voilà, là où certains clubs de Ligue 1 ont pas beaucoup de certitude, Jorgensen, normalement, ça devrait vite s'imposer parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1, à mes yeux. En défense, t'as quand même du monde, parce que ça soit Ismaël Doucouré, que ça soit Lucas Hösberg, que ça soit Omo Bamidele, Koulibaly, Silla, Ben Chilwell, qui est toujours là, Matteo Del Blanco, Guéladoué et Genesis Antwi, qui est prêté par Chelsea, t'as quand même de la qualité. Et là, même dans les côtés, si vous n'êtes pas forcément fan de Ligue 1, bon, ça va, vous commencez à connaître Omo Bamidele. Vous avez peut-être du mal à le dire comme moi, mais on le connaît maintenant. Pas la première saison qu'il est à Strasbourg. Ben Chilwell, j'ai pas besoin de le préciser. Lucas Hösberg, on l'a vu depuis l'année dernière, c'est pas mal du tout. Ismaël Doucouré, qui est polyvalent, qui peut jouer au milieu de terrain ou qui peut jouer en défense centrale, c'est intéressant aussi. Guéladoué, j'en parle même pas, qui était titulaire pendant la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Alors oui, bien sûr, d'ici le 31 août, ça peut bouger, ça peut évoluer, bien sûr. Mais là, dans la défense et dans les joueurs qu'on a, là, les copains, je vous dis, ça peut largement viser le premier tir avec ces joueurs-là. Et même si t'as pas des stars internationales, t'as quand même de la qualité à tous les postes. Mais évidemment, va falloir voir si ça reste jusqu'au 31. Au milieu de terrain, c'est pareil. Je vous l'ai dit, on a parlé de Diogo Sousa qui est arrivé cet été, mais Maxi Oyedele, c'est intéressant aussi. Pape Diop, Samir El Mourabet, Mathis Amougou, c'est pas mal du tout quand même. Pape Demba Diop, bon, Diego Moreira, on va l'enlever, mais officiellement il n'est pas encore transféré, mais bon, par AC Milan, donc là aussi c'est une belle vente qui va rapporter pas mal du côté de Strasbourg, et donc il va pouvoir sûrement financer quelques arrivées sur le mercato. Giovanni Reina, on en a parlé, et enfin Benjamin Bretlin, je pense que c'est ça, j'espère que je l'ai, un jeune suédois de 18 ans qui arrive pour un contrat de 5 ans. Bon, il y a encore de la qualité là-dedans. Alors je vous l'ai dit, sûrement El Mourabet va partir, je pense, c'est une valeur marchande et qui risque de... Mais et Moreira aussi. Mais dans le reste, sachant les montants que je vous ai dit, pour Moreira, on parle d'une offre totale, peut-être même des bonus aux alentours de 50 millions pour Diego Moreira. Avec ça, tu peux réinvestir. Et, comment il s'appelle, notre ami Marc Keller nous l'a dit.
il l'a dit en interview, il compte pas garder tout l'argent pour le club et pour tout ça. Ça va être réinvesti une bonne partie. Donc une bonne partie qui est réinvestie sur les 50 millions qui risquent d'arriver pour Moreira, plus peut-être aussi sur Al Mourabet. Tu peux te faire vraiment un gros upgrade quand t'es Marc Keller. Hein. Donc ça c'est à voir. Et puis bon, on a parlé des défenseurs et des milieux et des gardiens. Et en attaque, t'as quand même encore Martial Godot, moi que j'ai découvert l'année dernière, très très bon, très intéressant. Sébastien Nanasi, Fabio Baldé, on en a parlé, qui arrive d'Hambourg. Jessim Yassine, très intéressant, qu'on a vu pendant la Coupe du Monde. Amo Ameyo, qui est là aussi. Tout ça, c'est 20 ans. Hein. Le plus vieux, là, c'est Nanasi, 24. On a, je vais en parler après, on a Sekoumara, 24 ans. Milos Lukovic, qui a joué les matchs de préparation, et de 20 ans. Jacob Ortega. Et puis, on a, alors on verra comment il va revenir, hein, mais on a un Joaquin Panicelli, les gars. Et Joaquin Panicelli, avant qu'il se fasse les croisés, les copains, il était en route pour partir pour la Coupe du Monde 2026. Hein. Et il était en route pour nous faire une saison où possiblement il pouvait terminer meilleur buteur de la Ligue 1. Hein. Donc évidemment, ce genre de blessure grave, ce temps d'indisponibilité, ça te laisse une trace et le joueur il peut pas revenir d'un coup d'un seul. Ça, ok, pas de problème. On va tous s'accorder pour dire ça. Par contre, peut-être que dans la deuxième partie de saison, il doit normalement revenir à partir du mois d'octobre. Deuxième partie de saison, un Panicelli, ça peut te faire véritablement des grosses différences, hein, parce que là, ton buteur, tu l'as. Hein. Alors, bien sûr, c'est soumis à son retour au plus haut niveau, mais s'il revient au plus haut niveau, justement, les copains, Panicelli, tu l'as, ton buteur. Donc ça, c'est quand même un plus. Lui, il partira pas d'ici la fin du mercato. Voilà, il va partir. C'est très très rare les transferts de joueurs qui sont blessés, qui sont comment en phase de convalescence, qui s'engagent pour un gros montant, ça m'étonnerait. Donc il partira pas. Et ça, pour moi, c'est un plus non négligeable. Et parmi les autres joueurs, quand on parle de Godot, quand on parle de Nanasi, quand on parle aussi de Yassine, de Fabio Baldé qui arrive, d'Amo Ameyo, de Sekoumara, Lukovic, je sais pas ce que ça donne, mais pourquoi pas. Les copains, il y a quand même de la qualité. Hein. Donc le fameux premier tiers du classement, ça peut le faire. Maintenant, moi là où j'ai vraiment des réserves, c'est sur le temps d'adaptation du coach et le temps que la mayonnaise prenne. Et ça peut aussi jouer des tours à Strasbourg. Ces dernières saisons, ça a été le cas. Bien sûr, tu n'as que le 1 match par semaine, mais j'ai peur que, on va dire, avec les temps d'adaptation, voilà, c'est ça, les temps d'adaptation qu'on connaît dans un effectif de foot, pas que Strasbourg, tu peux mettre du temps à trouver la bonne formule et prendre du temps à trouver la bonne formule. Strasbourg, je vais pas vous dire que Strasbourg peut pas se le permettre parce que Strasbourg a de la marge. Je vous l'ai dit, on n'est pas du tout sur la mission maintien. On n'est pas sur la mission peut-être top 10. Non, là, on est. Est-ce que ça peut se qualifier en Coupe d'Europe? Donc là, on est sur des objectifs plus élevés. Un peu à l'image d'un Paris FC qui a une enveloppe conséquente pour pouvoir recruter, un propriétaire plutôt solide et actif sur le mercato. Et donc, est-ce que ça peut surperformer, sachant que ça recrute plutôt de manière intelligente et plutôt intéressante? Moi, là où j'ai quand même peur, c'est la fameuse mayonnaise. C'est la fameuse mayonnaise à prendre avec ce nouveau coach. Et on n'a pas de garantie véritable avec Hugo Oliveira. C'est prometteur. Je l'ai dit à plusieurs reprises, terminer 5e avec Famalicão, les copains, c'est quand même un gage de sécurité, un gage de compétitivité quand t'es Strasbourg. Mais de l'autre, est-ce que
Je sais pas, moi je pense par exemple à un Luis Castro qui était arrivé à Nantes, ça a pas pris. La sauce, elle a pas pris. Maintenant, Strasbourg, à la différence d'un Nantes par exemple, est plus enclin à ce type de changement d'entraîneur avec des gars qui arrivent avec une réputation plus petite et le temps de travailler. C'est une réalité, hein. Strasbourg laisse ses coachs travailler. On se rappelle de Rosseignor. Rosseignor, c'est pas lui réellement qui décide de se barrer d'un coup d'un seul, hein. C'est parce que il y a l'option de Chelsea qui arrive, il y a Bluco qui pousse aussi derrière, et c'est comme ça qu'il vient partir. Mais la réalité, c'est que Strasbourg laisse travailler ses coachs, que ça soit Rosseignor, que ça soit O'Neill qui a fait la suite. On a vu des gars, enfin Strasbourg a pas changé en cours de saison. Alors après, les dernières saisons de Strasbourg sont plutôt intéressantes. Donc pas de raison véritablement d'aller enlever ton coach. Mais dans ce début de saison qui peut, parce qu'on va en parler un petit peu de ce calendrier, dans ce début de saison qui peut être un petit peu casse-gueule pour Strasbourg, bon, attention à voir aussi à ce que la mayonnaise prenne quand même, parce que ça va aller très très vite. Premier match, c'est pas un cadeau, même si c'est pas l'OM le plus flamboyant et le plus serein que Strasbourg va affronter, mais tu te déplaces quand même au Vélodrome. Donc pour la première journée, il y a quand même mieux. Deuxième journée, tu reçois Lens. Lens, on les a vus, hein, ils semblent déjà bien prêts, hein. Le match contre le Paris Saint-Germain, le trophée des champions. La patte de Topmöller qui semble commencer à prendre. Ouais, pas un cadeau de jouer Lens au second match. Troisième match, ok, tu joues 3. Troisième match, tu joues 3, pas mal. Donc là, normalement, c'est une victoire à la clé. C'est normalement 3 points à prendre. Ensuite, tu rencontres Monaco. Pas simple. Vraiment pas simple. Parce que Monaco, on va en parler dans les prochains jours, mais Monaco, ça va faire partie aussi évidemment des clubs qui vont viser le top 4. Donc des clubs ambitieux et qui, sur le papier, seront peut-être plus forts que le Racing Club de Strasbourg au 31 août. Et dernier match, le cinquième match, tu joues contre le Paris FC là-bas. Une équipe avec laquelle tu vas boxer pendant une bonne partie du championnat parce que c'est un adversaire plus ou moins dans la même catégorie. Donc le début de saison est loin d'être facile, hein. Rencontrer Marseille, Monaco, Lens, plus te rajouter le Paris FC et comme match le plus abordable évidemment 3, on peut avoir un Strasbourg qui se retrouve avec 5-6 points après ces 5 premiers matchs. Hein. Attention, hein. Et là, le fameux amalgame, la fameuse mayonnaise qui prend, elle aurait tout son sens. Donc moi, j'ai un peu peur. Et si on prend en plus les derniers matchs amicaux, hormis le dernier contre Newcastle, Strasbourg est pas encore prêt en fait. Je pense dans son jeu, dans tout ça, il y a encore des joueurs qui, on n'a pas arrêté de le dire, qui doivent partir, qui doivent arriver encore. Donc, imaginez Strasbourg déjà prêt pour le match contre Marseille. Non, déjà, j'y crois pas. Parce que, déjà, t'étais peut-être parti avec Diego Moreira qui allait jouer, mais au final, Diego Moreira, il se barre à Milan. Donc, non, Strasbourg pourra pas être prêt dès vendredi soir contre l'OM. Maintenant, ça va arriver à partir du 1er septembre, là où le mercato sera terminé. Mais d'ici là, il y a plusieurs matchs. Hein. Il y a plusieurs matchs. Il y a ce fameux match contre l'OM au Vélodrome et il y a le match contre Lens le 29. Pas gagné. Donc c'est là pour moi peut-être le vrai bémol pour Strasbourg et c'est peut-être pour ça que bon, on arrive sur la fin de ce débat les copains, mais c'est aussi un peu pour ça que moi je vois pas Strasbourg se qualifier pour la Coupe d'Europe. Je pense que ce retard à l'allumage qu'on risque d'avoir va les pénaliser et je les vois 9e. Je les vois 9e. Donc un cran vraiment en dessous de
de toutes les équipes, on va dire européennes, on va dire certifiées un peu. Donc les OM, Monaco, OL, PSG, Lille et Lens aussi, et Rennes. Mais par contre, dans la fameuse lutte des équipes du milieu de tableau, avec, comme je l'ai dit, Toulouse, le Paris FC, Lorient, voire Nice, ouais, je pense que Strasbourg va être dans cette zone-là. Et j'ai peur que, justement, ce début de saison un petit peu galère, là où d'autres vont peut-être prendre des points par l'enchaînement, je pense que ça peut jouer vraiment des tours à la fin de saison pour Strasbourg. Et c'est pour ça que je les vois 9e. Donc, ne pas se qualifier pour la Coupe d'Europe. Maintenant, attention. Je pense, et c'est une des seules équipes pour lesquelles je vais préciser ça, je pense, en revanche, que Strasbourg, ça va faire partie des équipes qui vont beaucoup miser sur la Coupe de France. Je pense. Et ce serait pas étonnant. L'année dernière, on avait été quand même surpris de pas les voir en finale et de chuter avant de chuter en demi-finale. Et je pense que cette année, alors après évidemment, tout dépend du Paris Saint-Germain, de ce qu'ils ont envie de faire, mais je pense que cette année, les Strasbourgeois, ils peuvent arriver à faire vraiment quelque chose en Coupe d'Europe. Et on l'a vu, cette équipe, enfin en Coupe de France, pardon. Et je pense que cette équipe, elle a un peu cet ADN-là avec les gros matchs. Et chez les jeunes joueurs, on le sait, c'est aussi l'occasion, ces gros matchs, ces quarts de finale, ces demi-finales de Coupe de France, voire ces finales. C'est l'occasion de vraiment te mettre en évidence, te prouver aussi. Et en termes de motivation, tous ces joueurs-là, ils sont généralement à 200%, ils sont à bloc. Donc, même si c'est encore très très loin le début de la compétition, la Coupe de France c'est au mois de décembre, donc c'est encore très très loin. Mais je pense que Strasbourg cette année va faire quelque chose en Coupe de France. Bon, je trouve, j'ai sorti une belle saucisse. Ils vont sortir en 32e de finale et on va pas les voir. Mais spontanément, je pense pas que Strasbourg va se qualifier en Coupe d'Europe via le championnat. Par contre, la Coupe de France, je fermerai pas la porte pour les Strasbourgeois, à voir encore une fois ce que fait Paris et ce que font les autres équipes. Mais pas impossible de voir un Strasbourg qui se faufile et qui va loin en Coupe d'Europe. Eric Montana qui nous dit perso, j'ai mis une pièce sur Strasbourg, autant jouer la grosse cote. Oui, bah écoute, t'as raison. Jérémy Wagner qui nous dit aujourd'hui on joue pas de Coupe d'Europe, donc ça compense un peu. Oui, bah ça joue pas la Coupe d'Europe, donc peut-être que ça va être un mal pour un bien. Et puis quid des ultras. Bon, on peut comprendre ce débat. Il faudrait se poser vraiment longuement pour voir qui a raison, mais si on peut essayer de trouver un pont commun entre les deux parties. Je comprends, Marc Keller de l'autre côté, je vous dis à chaque fois que je le vois, je me dis s'il a pas Blouko derrière, comment il fait pour développer Strasbourg et mettre Strasbourg sur la carte vraiment française, voire même européenne du football. T'es obligé de passer par là quand t'es Strasbourg, c'est une réalité. Maintenant, je comprends que ça plaise pas aux supporters strasbourgeois, je l'entends totalement. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de trouver un pont commun, mais voilà, peut-être essayer de trouver au moins des joueurs plus respectueux. On a entendu beaucoup de choses et on a vu beaucoup de choses avec Emega, beaucoup de provocations. Il y avait sûrement de l'affection de la part d'Emega, mais beaucoup de provocations qu'on fait perdre du temps. Voilà, on espère plutôt que là, les ultras seront derrière. Maintenant, comme je l'ai dit, je peux pas d'un revers de main balayer en disant bah oui, il devrait ou il devrait pas. Voilà, c'est plus complexe, c'est plus difficile à analyser que ça. Mais oui, si Strasbourg veut aller loin aussi cette saison dans les deux compétitions, Ligue 1 et Coupe de France, il faudra compter sur un gros public. Et vu que la Méno est terminée, les travaux de la Méno sont terminés en tout cas dans le stade. Bon, je pense qu'on peut avoir des très très belles ambiances du côté de la Méno cette année. Mais je reste désolé sur mon prono. Je vois 9e place pour nos amis strasbourgeois. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. On a fait plus de 45 minutes pour le Racing Club de Strasbourg. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, dernière petite chose parce qu'on le fait toujours.
ça serait dommage de rompre cette petite tradition qu'on a fait pendant les focus. Politique tarifaire quand même très 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 intéressante. Ça, je dois dire, j'aime beaucoup voir prix des places 15 € à 59 €. Alors oui, ok, on sait, il y a plus de 23 000 abonnés. Donc c'est compliqué d'avoir des places à Strasbourg. Ok, pas de problème. Mais n'empêche que 15 € à 59 €, on est sur des tarifs vraiment, vraiment, vraiment accessibles, populaires. Et ça, sans faire mon démago, c'est quand même appréciable d'avoir un club de Ligue 1 qui propose 15 balles pour aller voir un match de Ligue 1 et 59 pour les places les plus chères. Moi j'aime bien ce modèle-là, donc on dit bravo aux Strasbourgeois parce que c'est pas rien dans ces temps vraiment compliqués un peu pour tout le monde. 15 balles, je le rappelle, pour aller voir un match de Ligue 1, c'est plus que raisonnable. Donc bravo aux Strasbourgeois. Voilà, donc on s'arrête là pour ce petit focus Strasbourg. Ça va être dispo dans quelques minutes en replay sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous avez pris le live en cours, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On répond aux commentaires même après. J'allais dire malgré, mais j'ai changé. Même, malgré, même. Si c'est passé, on répond aux commentaires derrière. N'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil au podcast parce que c'est disponible en podcast dans quelques minutes. Donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes, c'est dispo. Donc allez-y, allez jeter un coup d'œil et n'hésitez pas là aussi à vous abonner. On a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis on va revenir tout à l'heure dans quelques heures après le Lyon-Fenerbahçe, enfin le Fenerbahçe-Lyon. On fait le petit débrief sur la chaîne, donc n'hésitez pas à revenir vers les coups de 23h30 après le match. On fera le débrief. Et puis si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains. Ciao.